Un chirurgien respecté est agressé en quittant son cabinet. Le mobile de l'assassin est un mystère. Dans un vol, l'agresseur ne s'intéresse qu'à la voiture. Le tueur s'est acharné. Une vérification des antécédents de la victime révèle qu'il avait un ennemi. Il voulait se venger. Mais la police pourra-t-elle relier le suspect à l'homicide? Une petite fille assiste au meurtre de sa mère, mais l'enquête piétine pendant une douzaine d'années. Un suspect relate une version des faits invraisemblable. Je n'ai jamais entendu un récit aussi bizarre. C'est plus qu'improbable. Mais si les preuves matérielles démontraient qu'il dit la vérité? On a eu les résultats et l'ADN ne ment jamais. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur ce plateau pour 2 nouvelles affaires des enquêtes impossibles. Il n'existe pas un, mais des homicides qui n'obéissent pas nécessairement aux mêmes logiques psychologiques et sociales. Des recherches récentes se fondant d'une part sur les mobiles apparents des meurtriers et d'autre part sur les relations entre auteurs et victimes dégagent 5 grandes typologies. L'homicide familial ou passionnel, l'homicide querelleur, l'homicide associé à un autre crime comme le viol ou le vol, les règlements de compte entre délinquants et les autres homicides qui incluent le meurtre du malade mental délirant, le meurtre gratuit ou le meurtre d'autodéfense. En France, un peu moins de 2000 homicides, tentatives d'homicide et coups et blessures ayant entraîné la mort sont enregistrés chaque année par la police. Les hommes, âgés pour la plupart de 18 à 35 ans, représentent entre 85 et 90% des auteurs identifiés. Enfin, dans 80% des cas, des meurtriers appartiennent aux milieux les plus défavorisés. L'histoire que je vais vous raconter maintenant contredit cette dernière statistique. Elle n'a pas pour cadre le ghetto d'une ville américaine. Elle ne concerne pas des malfrats s'entretuant pour le contrôle d'un quartier. Non. La victime est un médecin, un brillant ophtalmologiste qui s'était constitué une clientèle bourgeoise. Et rien, apparemment, ne le prédisposait à une fin tragique. Brian Steedham a toujours rêvé de devenir médecin et de travailler avec les enfants. Après avoir obtenu son diplôme de docteur en médecine à l'université de Harvard, il fait son internat en ophtalmologie pédiatrique. Lorsqu'il soignait un enfant, il savait le mettre en confiance. Et il ne s'intéressait pas qu'à l'enfant. Il s'occupait de toute la famille. Finalement, le docteur Steedham se marie, a 2 enfants et intègre un cabinet médical prospère à Tucson dans l'Arizona. C'est l'un des rares spécialistes en pédiatrie de la région. Et ça, bien sûr, ça faisait de lui le médecin à consulter si votre enfant avait quelque chose. Un soir, après une longue journée au cabinet, il donne un cours de médecine à un groupe d'étudiants dans son bureau. Ils partagent tous des pizzas et des boissons. À 19h26, il active l'alarme du cabinet et se prépare à rentrer chez lui. 3 heures plus tard, quelqu'un appelle les secours depuis le parking du cabinet du docteur Steedham. Police secours, j'écoute. There's a gentleman here laying in the middle of the parking lot. There's some papers strewn about. I can see his glasses. He's not really responding. Lorsque les ambulanciers arrivent, le docteur Steedham est mort depuis plusieurs heures. Il y avait des marques de déchirure, comme des coupures ou des entailles dans sa blouse de médecin. On pouvait voir une plaie béante, juste au-dessus du niveau où la blouse s'arrêtait. Pour moi, c'était clair qu'il avait été poignardé. Il avait toujours son portefeuille avec de l'argent à l'intérieur, dans la poche de son pantalon. Cet élément a tout de suite indiqué aux enquêteurs qu'il ne s'agissait pas d'un vol, parce que ces objets de valeur n'avaient pas été dérobés. La voiture du docteur Steedham n'est pas sur sa place de parking habituelle. Mais un élément qui sort de l'ordinaire indique aux enquêteurs ce qui a pu se produire. De l'autre côté du complexe de bureaux, on a trouvé une part de pizza dans laquelle on avait mordu. Les tests ADN ont révélé que la personne qui avait goûté à cette part de pizza était le docteur Steedham.
La police pense que le docteur Steedham s'est dirigé vers sa voiture, a probablement mis la pizza sur le toit pour ouvrir la porte et que c'est à ce moment-là qu'il s'est fait agresser. Le docteur Steedham titube, il perd son sang et s'évanouit. Et lorsque son agresseur s'est assis dans la voiture et a pris la fuite, la part de pizza s'est envolée et a atterri sur le parking. Malheureusement, la police ne trouve pas de témoins de la scène et le parking n'est pas équipé de caméras de surveillance. Le parking n'est pas du tout visible de la rue et il n'est pas bien éclairé. Il n'est pas équipé de caméras de surveillance ou d'un autre dispositif de sécurité. C'est une zone où il fait plutôt sombre. La police essaie de contacter la femme de la victime, mais elle ne répond pas au téléphone. Les enquêteurs se rendent donc au domicile des Steedham. Personne n'a ouvert. Les policiers ont donc défoncé la porte et ont trouvé la veuve, Daphne Steedham, profondément endormie. Quand ils l'ont réveillée, ses premiers mots ont été « Est-ce qu'on a tiré sur mon mari ?» C'était bizarre. Pourquoi est-ce qu'elle a précisément posé cette question? La police remarque également des documents sur les finances de la famille, étalés bien en vue sur une table de la chambre à coucher. Le téléphone de la chambre avait été débranché. Et en s'entretenant avec Madame Steedham, les policiers ont appris qu'elle avait pris des somnifères cette nuit-là. Tout indique que la femme de la victime est restée chez elle ce soir-là, avec ses 2 jeunes enfants. Les enquêteurs pensent que son étrange question est probablement due à l'arrivée soudaine de la police qui a défoncé la porte et au trouble que cette intrusion a occasionné. Ils étaient d'avis que nous devrions chercher ailleurs plutôt que de suspecter sa femme. Et je me suis fié à leur opinion. Mais pour le moment, la police a peu de pistes. Le docteur Steedham a été poignardé à mort sur le parking de son cabinet. Sa voiture a été volée, mais le vol de la voiture est-il réellement le mobile ou s'agit-il d'un meurtre? Dans les affaires de vol de voiture, le propriétaire est généralement très légèrement blessé, très superficiellement. Il se fait rarement tuer. L'autopsie révèle que le meurtre a été extrêmement brutal. Le docteur Steedham avait reçu 15 coups de couteau. Et ce genre de cas, normalement, nous indique que c'est personnel, que la victime a été agressée par quelqu'un qui la connaissait. Et que l'agresseur qui s'en est violemment pris à lui était guidé par ses émotions. Pour les enquêteurs, le mobile ne fait aucun doute. Je pense que dans cette affaire, le vol du véhicule a été mis en scène. L'agression de la victime et la disparition du véhicule ont été mis en scène pour faire croire qu'il ne s'agissait que d'un vol. Mais les enquêteurs n'ont toujours pas retrouvé la voiture du docteur Steedham. Ils décident d'appeler son téléphone portable. Il avait disparu. Nous espérions que le tueur l'avait en sa possession, ainsi que la voiture de la victime. Et s'il est allumé, il est possible d'envoyer un ping ou SMS furtif au téléphone recherché, c'est-à-dire un SMS qui passe inaperçu. Cette technique permet de réduire le périmètre des recherches en fonction des antennes relais qui renvoient le signal. Le premier vol de voiture connu a eu lieu en France en 1912 et on l'attribue à des membres de la redoutable bande à Bono. Un siècle plus tard, le carjacking, le vol de voiture avec violence, est une forme de criminalité qui représente un fléau aux États-Unis, à tel point qu'il a été classé crime fédéral et que les auteurs encourent de lourdes peines de prison. En effet, entre 1992 et 1996, le département de la justice américaine a recensé 49 000 tentatives de carjacking à travers le pays, dont quelques-uns ont entraîné le décès du conducteur. Brian Steedham a-t-il été victime de ce type d'agression? La police en doute, estimant qu'il s'agit plutôt d'une mise en scène destinée à maquiller le vrai mobile du crime. Espérant que l'assassin est toujours en possession du téléphone portable du médecin et qu'il ne l'a pas éteint, les enquêteurs composent le numéro d'appel et parviennent à le localiser grâce à une triangulation entre plusieurs relais. Il est resté à l'intérieur de la voiture volée, abandonnée sur le parking d'une résidence à 10 km de la scène de crime.
Il y avait bien sûr du sang à l'extérieur du véhicule, mais quand on a ouvert la porte, on a aussi découvert des taches, des éclaboussures et des projections de sang sur l'intérieur de la portière. Elle n'aurait pas pu se trouver là si la porte avait été fermée. Il semble que le docteur Steedham a été poignardé au moment où il ouvrait la portière de sa voiture. Une trace de sang s'étend sur plus de 5 mètres à partir de l'endroit où le corps du docteur a été retrouvé. C'est la preuve de ce que certains enquêteurs appellent une attaque éclair. Une attaque éclair est une agression soudaine qui prend la victime par surprise. Elle a probablement duré de 30 secondes au minimum à 1 minute environ. Malheureusement, la voiture ne fournit pas beaucoup d'indices aux enquêteurs. Nous n'avons retrouvé aucune empreinte exploitable à l'extérieur ni à l'intérieur du véhicule. Nous avons retrouvé quelques cheveux et quelques fibres, mais aucun d'entre eux ne nous ont vraiment conduit à une personne étrangère à la famille Steedham. Entre-temps, l'enquête sur le passé du docteur Steedham fait ressurgir un élément très important. Lorsqu'il est arrivé à Tucson, le docteur Steedham a intégré un cabinet médical. Mais ce qu'il ne savait pas à l'époque, c'est que l'associé principal faisait l'objet d'une enquête. Ça a beaucoup perturbé les employés. On était tous au travail. On était avec des patients. Et la DEA, des agents de la lutte antidrogue, ont fait irruption et nous ont dit qu'ils allaient fouiller le cabinet. Les autorités trouvent des preuves de trafic de médicaments impliquant le docteur Bradley Schwartz, l'homme qui a recruté le docteur Steedham et l'a fait venir à Tucson. Ce qui était illégal, c'est qu'il ne s'agissait pas de médicaments prescrits à des patients pour traiter une maladie. Le docteur Steedham n'est pas impliqué dans cette fraude, mais le docteur Bradley Schwartz est inculpé de 77 chefs d'accusation pour des prescriptions de médicaments frauduleuses. Son autorisation d'exercer a été suspendue. Il a perdu son droit de pratiquer la médecine en Arizona jusqu'à ce qu'il ait fini de suivre des programmes thérapeutiques prescrits par le Conseil de l'Ordre des médecins. Lorsque le docteur Schwartz est inculpé, le docteur Steedham quitte le cabinet et s'installe à son compte. La clientèle du cabinet a suivi le docteur Steedham. Le docteur Schwartz a dû redémarrer de zéro quand il a retrouvé son droit d'exercer. À l'époque du meurtre du docteur Steedham, le docteur Schwartz a terminé sa cure de désintoxication, retrouvé son droit d'exercer et s'est remis à travailler. Je l'ai très vite rayé de la liste des suspects parce que ça n'avait pas beaucoup de sens. Les problèmes entre les deux médecins remontaient à plusieurs années. Le docteur Schwartz a également un alibi solide pour le soir du meurtre. Il dînait au restaurant. Ses allées et venues ont été confirmées pour toute la soirée. Et les employés du docteur Steedham ne trouvent pas une seule famille de patients qui pourrait lui en vouloir. Les enquêteurs sont dans l'impasse. S'il ne s'agit pas d'un vol, pas d'une vengeance et pas d'un braquage de voiture, pour quelle raison le docteur Steedham a-t-il été tué? Les enquêteurs sont perplexes. Le docteur Steedham était un jeune chirurgien diplômé d'Harvard, à qui on ne connaissait pas d'ennemis. Il était très gentil, très compatissant, très attentionné. Je le respectais beaucoup. J'aimais travailler pour lui. Ce n'était pas seulement mon patron, mais aussi un bon ami. L'hypothèse du crime crapuleux ou passionnel ayant été écartée, les policiers interrogent l'épouse du docteur Steedham. Et contre toute attente, cette dernière désigne un suspect potentiel, l'ex-associé de son mari. Selon elle, le docteur Bradley Schwartz nourrissait à son égard et depuis plusieurs années une haine meurtrière. Les enquêteurs sont incrédules, mais à défaut d'autres pistes, ils prennent le temps de vérifier cette étrange information. En fait, elle leur a dit que son mari était très apprécié et qu'il n'avait qu'un seul ennemi. Il s'agissait de son ancien associé, le docteur Schwartz.
Mais le docteur Schwartz a un alibi inattaquable. Il était au restaurant avec sa petite amie au moment du meurtre, et des douzaines de témoins peuvent le confirmer. Il était impossible que le docteur Schwartz ait commis ce crime lui-même. Impossible. Les enquêteurs interrogent donc la petite amie du docteur Schwartz, Lisa, au sujet du dîner. Ils comprennent immédiatement qu'il s'est passé quelque chose de suspect. Ils s'étaient rencontrés sur Internet, si je me souviens bien. Et même s'ils n'étaient sortis ensemble que 2 ou 3 fois, le docteur Schwartz avait déjà demandé Lisa en mariage. Lisa déclare que pendant le dîner, un homme répondant au nom de Bruce a appelé le docteur Schwartz, puis les a rejoints plus tard dans la soirée. Ce que la petite amie a trouvé bizarre, c'est que Bruce les a rejoints, mais qu'il n'a pas dîné avec eux. Il a pioché dans leurs assiettes. Il était censé avoir connu le docteur Schwartz à une réunion de soutien pour toxicomanes. Et chose surprenante pour quelqu'un qui est en désintoxication, il a commandé une bière. Elle a trouvé ça bizarre. Il est alors 20h30. Le docteur Steedham est mort depuis 1 heure. Le docteur Schwartz a demandé à Bruce « Et qu'a donné cette blouse ?» Bruce lui a répondu « Eh bien, ça s'est bien passé. » Lorsque Lisa a demandé « Et pourquoi portiez-vous une blouse ?» Bruce lui a dit qu'il l'avait utilisée pour faire du cheval, ce qu'elle a trouvé plutôt ridicule parce qu'elle s'y connaît très bien en équitation. Lorsque la police examine les relevés du téléphone portable du docteur Schwartz, elle découvre que quelqu'un a appelé le médecin du téléphone public d'une petite épicerie 1 demi-heure avant le meurtre. Ce petit commerce est situé à seulement 120 mètres de l'immeuble où se trouve le cabinet du docteur Steedham. L'employé de la petite épicerie déclare que l'homme qui a téléphoné portait une blouse de chirurgien. Il lui a dit qu'il participait à une réunion et qu'il servait des pizzas à cette réunion. Mais lui avait envie de manger autre chose que de la pizza. Une réponse d'une importance capitale, car le docteur Steedham est à ce moment-là en train de servir des pizzas aux internes de l'autre côté de la rue pendant son cours. 1 demi-heure après le meurtre, le docteur Schwartz reçoit un appel d'un téléphone public situé juste en face de la rue où la voiture du docteur Steedham a été abandonnée. On a donc tous ces événements qui se succèdent. Le plus important à ce moment-là, c'est d'identifier l'autre homme. Les enquêteurs demandent aux employés du cabinet du docteur Schwartz s'il a un patient répondant au nom de Bruce. Ils répondent par l'affirmative. Son nom est Ronald Bruce Bigger. Il est venu au cabinet du docteur Schwartz après avoir été mêlé à une bagarre. Il avait une blessure à soigner à l'œil. Bruce Bigger n'est pas un inconnu des services de police. Il a fait de la prison pour des délits liés à la drogue, pour fraude, et il est actuellement en liberté conditionnelle. Ce que nous savions de Ronald Bruce Bigger, c'est qu'il était sans emploi, qu'il n'avait pas de voiture, il n'avait pas de téléphone, il n'avait pas de domicile fixe, il n'avait rien. Mais il avait un problème de drogue. Et le lendemain du meurtre du docteur Steedham, Bruce est soudain devenu riche. Bruce a été vu avec une grosse liasse de billets de 100 et de 50, plus grosse qu'une balle de tennis. Et il a dit à des gens qu'il y en avait pour environ 10 000 $. Des caméras de surveillance montrent le docteur Schwartz en train de retirer en liquide le montant d'un chèque de 10 000 $. C'était un élément d'une importance capitale. À la lumière de cette information, la police arrête Bruce Bigger à la périphérie de Tucson. Quelques heures plus tard, c'est au tour du docteur Schwartz d'être interpellé. Docteur Schwartz, pourquoi avez-vous fait ça? Vous êtes coupable? Mais le procureur est toujours confronté à un problème majeur. Pas d'arme du crime, pas de témoin oculaire, rien. Rien du tout. Comment convaincre un jury qui attend des preuves médico-légales, comme à la télévision, de condamner quelqu'un quand vous n'avez rien à lui montrer? Tucson était une destination de rêve pour le docteur Brian Steedham. Il a emménagé dans cette ville après avoir été recruté par un autre ophtalmologue, le docteur Bradley Schwartz. Mais les deux médecins ne s'entendaient pas. Le docteur Schwartz se drogue avec des médicaments sur ordonnance et se comporte de manière imprévisible. Il avait plusieurs maîtresses, ça a été l'une des raisons de son divorce. Il avait même des aventures avec certaines de ses patientes, ou les mères de ses patients.
à son cabinet. Lorsque le docteur Schwartz perd son droit d'exercer et suit une cure de désintoxication, le docteur Steedham décide de quitter le cabinet et de s'installer à son compte. Plus tard, lorsque le docteur Schwartz est rétabli et qu'il récupère son droit d'exercer, il doit lancer son nouveau cabinet médical seul. Selon ses amis, il en veut à son ancien associé. Son principal grief, c'était que le docteur Steedham ne l'a pas soutenu quand il en avait besoin. Frustré, le docteur Schwartz déclare à plusieurs de ses petites amies qu'il pense s'en prendre à son ex-associé. Ces femmes nous ont dit que le docteur Schwartz voulait verser de l'acide dans les yeux du docteur Steedham, lui broyer les mains ou ruiner sa réputation, par exemple en mettant de la pornographie infantile sur son ordinateur. Les enquêteurs ont réuni de nombreuses preuves indirectes contre le docteur Schwartz et Bruce Bigger. Mais pour le procès, ils doivent avoir davantage d'éléments. C'est très frustrant quand vous savez que vous tenez le vrai coupable. Toutes les preuves indirectes vous disent que vous avez trouvé le responsable. Mais vous n'avez pas le type de preuves que les jurés demandent aujourd'hui. Des preuves scientifiques, une empreinte de doigt, une goutte de sang, de l'ADN. Nous n'avions rien de tel. Les policiers ont débrouillé les chevaux de ce crime ignoble. Ils ont percé à jour le mobile du docteur Schwartz, le commanditaire présumé de l'homicide. La rancœur de ne pas avoir été soutenu par son associé lorsqu'il était accusé d'utiliser ses ordonnances pour se procurer de la drogue. Attribuant à Brian Steedham sa radiation de l'ordre des médecins, sa déchéance professionnelle et son divorce, Schwartz a promis à qui voulait l'entendre de lui brûler les yeux à l'acide, de lui broyer les mains et de ruiner sa réputation en inondant son ordinateur de photos pédophiles. Par ailleurs, les charges incriminant Ronald Bruce Bigger, l'exécuteur de la base Besogne, sont elles aussi accablantes. N'a-t-il pas multiplié les appels téléphoniques avant et après le meurtre afin de tenir Schwartz informé de son bon déroulement? Ne s'est-il pas exhibé avec une liasse de plusieurs milliers de dollars retirés de la banque par Schwartz alors qu'il était privé d'emploi et de ressources? Mais ces faits ne constituent que des preuves indirectes. Et les policiers n'ignorent pas qu'elles peuvent être rejetées par un jury. Pour procéder à l'arrestation des deux hommes, ils doivent étayer leur dossier d'indices irréfutables. Les enquêteurs réexaminent alors l'intérieur de la voiture du docteur Steedham, à la recherche du moindre indice qui pourrait faire avancer l'affaire. Hélas, ils ne trouvent pas d'autres empreintes, ni de fibres ou de cheveux. Dans cette affaire, des douzaines de prélèvements ont été analysés par plusieurs laboratoires. Beaucoup d'entre eux ne contenaient pas d'ADN. Et le seul ADN que les enquêteurs ont pu retrouver appartient à la victime. Mais après avoir testé environ 60 prélèvements, le laboratoire en trouve un, le prélèvement LX39. Il a été prélevé sur le bouton de la climatisation et la représentation graphique de son analyse montre deux pics. Ça nous indique immédiatement qu'il y a plus d'un ADN présent dans cet échantillon. Le plus grand pic représente l'ADN qu'on trouve en plus grande quantité. Il correspond au profil du docteur Steedham. Le pic plus petit provient de cellules de peau microscopiques, presque indétectables. Nous savons que l'ADN principal trouvé dans ce prélèvement provient du sang de la victime. Et nous pensons que les autres composants génétiques provenaient d'ADN de contact. L'ADN de contact est constitué des cellules qu'une personne laisse derrière elle lorsqu'elle touche un objet. Les analyses permettent d'établir un profil partiel. Il y avait de très grandes chances pour que le deuxième ADN soit celui de Bruce Bigger. Les experts médico-légaux pensent que Bruce Bigger peut avoir essuyé son front, puis allumé la climatisation, laissant ainsi des cellules de peau microscopiques sur le bouton. Pouvoir présenter une toute petite preuve scientifique, c'est mieux que rien du tout. Donc avoir un profil partiel qui correspond à mon accusé, c'est très important pour moi.
Et c'est ce que m'apporta cet échantillon d'ADN. Le procureur pense que ce meurtre a été minutieusement préparé. Vêtu d'une blouse de chirurgien, Bruce Bigger appelle le docteur Schwartz au restaurant, aux environs de 19 h, pour lui faire savoir qu'il est prêt. À 19 h 30, le docteur Steedham se dirige vers sa voiture. Bruce Bigger se précipite sur lui avec un couteau et le poignarde à plusieurs reprises. Les enquêteurs pensent que Bruce Bigger portait des gants. Mais il a ensuite essuyé la sueur sur son front à un moment donné, puis a mis la climatisation en marche, laissant son ADN sur le bouton. Bruce abandonne la voiture du docteur Steedham, puis appelle le docteur Schwartz de la rue d'en face. Plus tard, il rejoint le docteur Schwartz et sa petite amie pour dîner. Les deux complices tentent de communiquer sans éveiller les soupçons, manœuvre qui échoue lamentablement. Il a fait une erreur. Il a laissé une trace permettant de l'identifier. Sans cela, ça aurait pu être le crime parfait. À partir de là, on a pu le relier à la voiture et au meurtre. Bruce Bigger est reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à la prison à vie. Le docteur Schwartz est déclaré coupable de complot en vue de commettre un meurtre et est condamné à une peine de prison de 25 ans, incompressible. Bruce Bigger était prêt à tuer le docteur Steedham parce qu'il avait besoin d'argent. Et le docteur Schwartz avait de l'argent et il voulait voir le docteur Steedham mort. Leur rencontre a été le catalyseur de ce meurtre. En tant qu'expert scientifique, notre devoir est de toujours rester aussi objectif que possible dans notre travail. Parfois, ça permet de libérer un innocent, et je suis tout aussi fier de ce résultat que quand mes analyses permettent de condamner un coupable. Quel gâchis! Une vie complètement réduite à néant. En fait, ce sont deux vies qui ont été ruinées, parce qu'il s'agissait de deux brillants chirurgiens. Une minuscule preuve ADN. Quelques cellules extraites de la sueur du meurtrier ont fait basculer l'affaire du bon côté. Ce résultat n'a été rendu possible que grâce à des techniques récentes d'amplification et de copie d'une séquence initiale d'ADN. Cette technique, appelée réaction de polymérisation en chaîne, permet d'établir un profil génétique à partir d'un très petit nombre de cellules. Les experts en sont redevables à Kary Mullis, un biologiste californien qui obtint pour ses travaux le prix Nobel de chimie en 1993. L'automatisation des laboratoires spécialisés a eu par ailleurs une double incidence. Elle a baissé les coûts d'analyse. En l'espace de 3 ans, le prix d'un profil génétique est passé de 300 à environ 30 €. Et elle a permis une réduction des délais du traitement des analyses biologiques jusqu'à les faire entrer aujourd'hui dans le temps de la garde à vue. Néanmoins, les experts doivent constamment garder à l'esprit qu'un prélèvement ADN contaminé peut ruiner une enquête. Tenez par exemple, en 2004, dans le cas du double meurtre de Géraldine Giraud et de Katia L'Herbier, 2 ADN inconnus avaient été recueillis sur un morceau d'adhésif découvert dans le cabanon de Jean-Pierre Trébert et identique à celui ayant servi à ligoter les victimes. Ces 2 empreintes avaient conduit les enquêteurs jusqu'en Pologne, où un Français avait été interpellé. Peine perdue. Les traces ADN avaient été laissées par un policier qui avait pollué le scellé lors d'une erreur de manipulation. Un inconnu se faufile la nuit dans une maison isolée. Brandissant un couteau, il agresse sexuellement une femme endormie et la larde de coups avant de disparaître. Le regard terrifié d'une petite fille reste figé. L'enfant a assisté au drame. Des scènes de ce genre ouvrent parfois des séries policières. Elles sont éprouvantes, car en dehors de l'horreur et de la compassion qu'elles inspirent, elles pèsent de tout leur poids sur la suite de l'histoire. Le meurtrier tentera-t-il d'éliminer le témoin oculaire pour éviter d'être identifié?
L'affaire que je vais vous raconter maintenant relate ce type de drame. Seule différence, elle n'est pas le fruit d'un scénariste, et la fillette, témoin du meurtre de sa mère, n'est pas une comédienne qui feint l'effroi en roulant des yeux effrayés. Au cours de l'été 1992, Crystal Perry achète une petite maison à Bridgeton, dans le Maine. Cette mère célibataire pense que c'est l'endroit idéal pour élever sa fille, Sarah. La priorité de ma mère était de bien s'occuper de moi. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour nous acheter une maison et s'assurer que j'allais grandir dans un environnement stable. Crystal travaille dans une usine locale qui fabrique des chaussures. Au dire de tous, c'est une mère exemplaire. Tout le monde vous dira qu'elle travaillait très dur dans cette usine pour offrir une meilleure vie à Sarah. Une nuit, alors que Sarah est déjà au lit, elle entend une dispute entre un homme et sa mère. J'ai été réveillée en sursaut par ma mère qui hurlait non de toutes ses forces. C'était le pire cri de terreur qu'on puisse imaginer. Sarah ne sait pas quoi faire. Elle ouvre sa porte et regarde ce qu'il se passe, mais elle ne voit rien. Elle entend qu'on ouvre un tiroir dans la cuisine. J'ai entendu des bruits de couverts qui s'entrechoquaient, puis plusieurs coups. Je me suis dit que quelqu'un se faisait poignarder. Soudain, les cris s'arrêtent. J'ai compris que je devais prévenir quelqu'un pour qu'elle ait une chance de survivre. Elle n'a pas entendu l'agresseur partir. Elle ne savait pas s'il était encore là. Mais n'écoutant que son courage, la petite fille quitte sa chambre pour aller voir sa mère. J'ai vu un corps par terre et beaucoup de sang. En m'approchant, j'espérais que ce ne soit pas elle, mais il y avait peu de chance. Sa mère ne bouge pas. Sarah décroche le téléphone, mais il n'y a pas de tonalité. Elle court alors presque 1 kilomètre jusqu'à la maison d'un voisin. Elle frappe à la porte, mais personne ne vient ouvrir. Elle continue à courir et arrive finalement à un petit restaurant. J'ai dit, quelqu'un a tué ma mère et je suis en danger. Je dois appeler la police. Lorsque les secours arrivent, Crystal Perry est morte. La scène était horrible. Crystal Perry gisait sur le sol de la cuisine. Il y avait plusieurs flaques de sang, des traces de pas et des projections. La jeune femme a été poignardée plus de 50 fois. Il y a eu une première effusion de sang dans le salon, puis ça a continué dans la cuisine où elle est morte. On s'est orienté vers un crime passionnel parce que dans 99% des cas, quand on a affaire à une telle sauvagerie, la victime connaît son assassin. Rien n'a été volé dans la maison et il n'y a pas de traces d'effraction. Il était tard et elle portait un peignoir. Pour qu'elle accepte d'ouvrir à quelqu'un dans ces conditions, si c'est comme ça que ça s'est passé, c'est qu'elle connaissait son agresseur et qu'elle pourrait le reconnaître. Le tueur semble avoir voulu effacer ses traces, mais il a laissé des empreintes de pas ensanglantées sur le sol de la cuisine. Il y avait des empreintes de chaussures, plus ou moins nettes, partout sur le sol. Il y en avait une vingtaine environ. Grâce à ces traces, les enquêteurs peuvent déterminer le nombre d'agresseurs. Crystal était pieds nus. Sur la scène de crime, soit il y avait une seule personne, soit deux, avec des chaussures rigoureusement identiques, ce qui est peu probable. Bridgeton est une petite ville de quelques milliers d'habitants et l'un d'entre eux est le tueur. Comme Crystal Perry a été poignardée plus de 50 fois, une grande quantité de sang s'est répandue sur la scène de crime.
Les empreintes digitales sont inutilisables, mais les experts scientifiques relèvent des taches de sang caractéristiques sur le corps de la victime. On a tout de suite remarqué des gouttelettes de sang sur ses jambes, parce qu'elle avait les jambes nues. En les examinant, on a déterminé qu'elles étaient tombées à la verticale. Ce type de taches est parfaitement circulaire. Elles proviennent de gouttes tombées à la verticale d'une source relativement immobile. Puisqu'elles ont atterri sur le corps de Crystal, cela ne peut vouloir dire qu'une chose. Le sang ne peut pas appartenir à la victime. Elle n'a pas pu positionner son corps de telle manière que des gouttes de sang tombent sur le côté de ses jambes. Ça s'est passé quand Crystal Perry était immobile. Il n'y a qu'une seule conclusion possible. Le tueur a été blessé pendant l'agression et son sang a goûté sur Crystal. Sur une scène de crime, là où le néophyte ne voit qu'un barbouillage qui lui soulève le cœur, l'expert en taches de sang est capable de reconstituer le déroulement du drame. Car les projections et taches de sang répondent à des causes et à des trajectoires bien précises. Cette balistique du sang, couramment mise en œuvre dans les pays anglo-saxons, commence à être utilisée en France avec succès. Elle fait appel à des connaissances médicales, à la géométrie et à la dynamique des fluides. Et on distingue 3 types de taches en fonction de leur vélocité. Le sang circulant dans le réseau artériel à la vitesse de 25 cm par seconde. Les fines gouttelettes, elles résultent d'une blessure par arme à feu ou explosif. Les éclaboussures de moyenne vélocité sont provoquées par les armes blanches et les objets contondants. Enfin, les projections larges indiquent que les coups ont été portés alors que la victime se trouvait dans une position statique. Dans notre affaire, l'expert relève de petites gouttes circulaires. Il en conclut qu'elles sont tombées de leur propre poids perpendiculairement aux jambes de la victime, ce qui tend à prouver qu'elles ne proviennent pas de Crystal Perry, mais de son agresseur. Le sang est comme une matière qui glisse, il a la consistance de l'huile de moteur. Un couteau ensanglanté peut vous glisser des mains et vous couper. D'autres taches rondes sont découvertes dans la cuisine. Il y avait des gouttes de sang dans l'évier et sur le plan de travail. Il s'est dirigé vers l'essuie-tout et s'est apparemment essuyé, puisqu'il n'y avait pas de gouttes revenant vers le corps. Elles allaient toutes vers l'évier. Les enquêteurs retrouvent un modèle de chaussure correspondant aux traces de la scène de crime dans un magasin de la région. Un modèle d'une marque américaine. On savait donc à quoi ressemblaient les chaussures du tueur. Lors de l'autopsie de Crystal, le médecin légiste constate des signes d'agression sexuelle. Il effectue des prélèvements pour les analyser. À la recherche de suspects, la police arrête l'ex-mari de Crystal, Thomas, qui vit à 10 km du domicile de la victime. Mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ou 4 ans. Et je n'ai jamais vraiment été proche de mon père. Il ne vivait pas loin, mais on se voyait peu. Au moment des faits, Crystal et Tom étaient en désaccord. Ils ne voulaient pas se voir. C'était peut-être en rapport avec la pension alimentaire. Mais Thomas possède un alibi. Il était chez lui avec sa petite amie. Cependant, cet alibi est problématique. Sa compagne, Joanne Stager, s'est disputée avec Crystal Perry peu de temps avant sa mort. Joanne était jalouse de Crystal et les deux femmes se détestaient. À tel point qu'un soir, elles se sont battues dans un bar. Crystal a reçu un coup de poing dans la figure. Les propriétaires les ont aussitôt séparés. Joanne a même été inculpée d'agression. Les poursuites contre elle sont finalement abandonnées. Mais cet épisode affaiblit considérablement l'alibi de Thomas et Joanne. L'alibi de Joanne, c'était Tom, et vice-versa. La police n'est pas seule à penser que Joanne pourrait avoir un lien dans l'affaire.
Quelqu'un appelait tout le temps pour dire « Joanne est impliquée ». Je ne dis pas qu'elle pourrait tuer, mais c'est quand même une dure à cuire. La fille de Crystal a identifié un autre suspect potentiel. La nuit du meurtre, Sarah dit avoir reconnu la voix de l'homme qui se disputait avec sa mère. Il s'agit du compagnon de Crystal, Dennis Butler, 19 ans. Sarah dit l'avoir déjà vu plusieurs fois se mettre en colère. Il pouvait passer rapidement de l'énervement à la colère. Dennis et Crystal avaient une relation instable. Le fait qu'elle ait 30 ans et lui 19 était clairement un problème. Crystal a raconté à une collègue qu'une fois, Dennis et elle s'étaient disputés. Et qu'au cours de l'incident, il lui avait montré un couteau et il l'avait menacé de la tuer. Dennis nie s'être rendu chez Crystal cette nuit-là. Il affirme qu'il était chez ses parents. Ses parents ne savent pas s'il était là ou non. Dennis propose de passer au détecteur de mensonges. Il se soumet au test à 2 reprises et le rate à chaque fois. Le détecteur de mensonges, ou polygraphe, n'est guère utilisé en dehors des États-Unis car sa fiabilité, vous le savez, n'a jamais été établie. Pour autant, plus d'1 million de personnes s'y soumettent chaque année pour vérifier leur bonne foi. Soit dans le cadre d'un interrogatoire de police, du FBI ou de la CIA, mais aussi avant de signer un contrat d'embauche. Un autre appareil, l'analyseur de stress vocal, conçu par 3 anciens membres des forces armées américaines, a fait son apparition il y a quelques années. Utilisé en Irak par 30 équipes du renseignement militaire, il équipe également 1400 agences gouvernementales, locales ou fédérales. Informations et statistiques manquent pour être en mesure d'apprécier son efficacité. Enfin, un autre instrument basé sur l'imagerie fonctionnelle de l'activité du cerveau est expérimenté à petite échelle. Alors son principe repose sur le postulat qu'il existerait des aires cérébrales qui s'activeraient si le sujet tente de dissimuler la vérité. Alors dans l'affaire qui nous intéresse, Dennis Butler, le jeune compagnon de Crystal Perry, demeure pour l'instant le principal suspect. Tout le désignait, vraiment tout. Et plus on avançait, plus sa culpabilité apparaissait évidente. Après le meurtre de Crystal Perry, Sarah, sa fille alors âgée de 12 ans, part vivre dans sa famille au Texas. C'est une période difficile pour elle. Je me suis complètement effondrée. Je pleurais et j'avais peur. Je ne voulais pas être seule dans la maison. L'un des principaux suspects est Dennis Butler, le petit ami de Crystal. Ces 2 passages au détecteur de mensonges sont des échecs. Ça prouvait qu'il cachait quelque chose. Il ne disait pas toute la vérité dans cette histoire. Donc soit il était impliqué, soit il savait quelque chose. Sa pointure correspond aux traces de pas laissées sur la scène de crime, mais les enquêteurs ne retrouvent pas le bon modèle de chaussures chez lui. Butler accepte de donner un échantillon de son ADN, mais en échange, il demande une faveur aux policiers, dans l'éventualité où il reviendrait l'arrêter. Il nous a dit « Je sais que tout m'accuse, mais le moment venu, essayez de faire preuve de courtoisie. Si vous venez me chercher au travail, passez par la porte de derrière. On m'a toujours bien traité là-bas, et je ne voudrais pas leur faire du tort. En 15 ans à la criminelle, c'est la première fois qu'on me disait ça. » Mais à la surprise générale, les tests montrent que l'ADN de Butler n'est pas le même que celui qui se trouvait sur la scène de crime. J'étais très surpris. Ça a sidéré tout le monde. On était sûr à 99% que Dennis était coupable. Les enquêteurs ont du mal à croire les résultats d'analyse. Dennis était le coupable tout désigné, alors ils ont demandé à ce que les analyses soient refaites. Les résultats du 2e test sont les mêmes. L'ADN ne ment pas. Ce n'était pas Dennis.
Le sang présent sur la scène de crime est également comparé à celui de Thomas, l'ex-mari de Crystal, à celui de Joanne, sa petite amie, et à plusieurs autres suspects. Aucun ne correspond. Quand les résultats sont revenus, tout a été remis à plat. Il fallait tout recommencer à zéro. L'ADN du coupable est finalement comparé à une base de données rassemblant les profils génétiques de criminels. Encore une fois, sans résultat. L'enquête est au point mort. Les habitants étaient en colère. Quand une affaire n'est pas résolue après autant de temps, ça a des conséquences encore plus dramatiques. Là où ça s'est produit, les gens ont eu de plus en plus peur. Une affaire d'homicide n'est jamais classée, mais celle-ci ne connaît aucun progrès. J'ai travaillé 4 ans sur cette enquête avant de prendre ma retraite. Je suis resté 2 ans de plus dans la police à cause de cette affaire. On savait qu'on avait les preuves matérielles pour confondre le coupable. Il fallait simplement le trouver. Au cours des 12 années suivantes, plusieurs suspects sont mis en avant, notamment un tueur en série et un ouvrier local éconduit par Crystal. Mais leur ADN ne coïncide pas avec celui du meurtrier. Après tout ce temps, je m'étais faite à l'idée qu'il ne l'attraperait jamais. Jusqu'au jour où l'enquête connaît une avancée majeure. Une correspondance est trouvée dans la base de données fichant les criminels de l'État. Un certain Michael Hutchinson a récemment été condamné à 6 mois de prison dans le Maine pour port d'armes illégales et il a été contraint de donner un échantillon d'ADN. Il correspond à celui qui a été prélevé lors de l'autopsie de Crystal Perry. C'est son ADN. C'est prouvé scientifiquement. C'était lui. En aucun cas, ça ne pouvait être quelqu'un d'autre. C'est son ADN qui a été retrouvé dans la maison de Crystal Perry. Au moment des faits, Michael Hutchinson vivait à 1,5 km de chez Crystal Perry. Hutchinson avait 19 ans à l'époque. On est passé à côté. Son nom n'a jamais été évoqué parce que lui et la victime ne se connaissaient pas. Ils n'ont jamais été vus ensemble. Les enquêteurs apprennent que Hutchinson était le voisin de la meilleure amie de Crystal, Linda. Crystal venait souvent se faire bronzer chez Linda qui habitait dans une rue passante. Donc il est possible que ce soit comme ça que Hutchinson les ait aperçus. Interrogé par la police, le suspect fait une confession surprenante. Il avoue être allé chez Crystal la nuit de l'agression. Il prétendait avoir eu une idylle secrète avec Crystal. L'enquête aura piétiné 16 ans avant qu'enfin un suspect crédible ne redonne espoir aux policiers. Et ce résultat n'a été possible que grâce aux différents systèmes d'indexation de l'ADN. Ainsi, depuis 1980, le CODIS intègre les données du FBI sur le plan national. En France, 10 ans après sa création, le fichier national automatisé des empreintes génétiques contenait en 2008 717 000 profils génétiques et s'enrichissait de 30 000 dossiers par mois. Néanmoins, en France comme aux États-Unis, beaucoup de gens craignent que l'intégration et la conservation de ces données mettent en péril les libertés civiques. Et la validité des preuves ADN est régulièrement remise en cause devant les tribunaux en raison de la possibilité de contamination des preuves biologiques. Mais dans l'affaire Crystal Perry, Michael Hutchinson ne nie pas la fiabilité des tests puisqu'il dispose d'un autre argument pour assurer sa défense. Michael Hutchinson affirme qu'il était au lit avec Crystal lorsqu'un intrus a fait irruption dans la maison. Il l'aurait affronté dans la cuisine et se serait fait assommer. Quand il a repris connaissance, il a vu l'homme au-dessus de Crystal en train de la poignarder. Et il s'est enfui. La police a-t-elle mis la main sur le coupable ou sur un simple témoin ? Michael Hutchinson a une explication à la présence de son ADN sur la scène de crime.
Il déclare qu'il a eu des rapports sexuels avec Crystal ce soir-là. Il explique que plus tard, pris de panique, il s'est enfui pendant que Crystal se faisait agresser. Il a eu honte de l'avouer par la suite. D'après ce que raconte Michael Hutchinson, il est totalement innocent. Il voudrait nous faire croire qu'il a laissé Crystal Perry, avec laquelle il avait soi-disant une aventure, et sa petite fille dans la maison avec le tueur. Il dit qu'il avait honte de ne pas avoir protégé Crystal et Sarah, qu'il a paniqué et qu'il s'est enfui, et qu'il n'a osé le dire à personne. Même son ex-femme, qu'il a pourtant dénoncé plusieurs fois, le croit incapable de tuer. Michael ne peut pas l'avoir tué. Il est incapable de commettre un tel acte. Il a tout mon soutien. Mais Hutchinson, qui travaillait dans l'entreprise de son père, avait des problèmes de drogue et d'alcool à l'époque. D'anciennes petites amies nous ont dit qu'il était cinglé, que lorsqu'il avait bu, il pouvait devenir méchant et violent. Ceux qu'on a interrogés nous ont dit qu'il était instable. Son humeur pouvait changer rapidement. Pour les enquêteurs, la version des faits de Hutchinson ne tient pas la route. Tout d'abord, le lit de la victime ne semble pas avoir accueilli 2 personnes ce soir-là. Ensuite, si Hutchinson a effectivement entretenu une relation avec Crystal, pourquoi sa fille ne l'a-t-elle jamais vue? Je l'aurais su. J'habitais dans cette maison et on était très proches toutes les deux. Quand on vit seul avec sa mère, on sait ce qui se passe dans sa vie. Les traces de chaussures dans la cuisine contredisent aussi l'histoire de Hutchinson. D'après mes analyses, une seule personne a marché dans le sang frais et laissé des traces de pas sur la scène de crime. Pour terminer, les experts scientifiques comparent l'ADN du suspect à celui des taches de sang rondes qui se trouvaient sur les jambes de Crystal. Il s'agit bien de l'ADN de Hutchinson. La forme des gouttes indique que Crystal était sur le sol. Elle ne bougeait déjà plus. Je pense qu'elle était déjà morte à ce moment-là, quand le sang du tueur a coulé sur elle, quand les gouttes sont tombées. Et cela s'est produit après sa mort. Michael Hutchinson est arrêté et inculpé de meurtre avec préméditation. L'accusation pense que Hutchinson était sous l'emprise de la drogue la nuit du meurtre. Crystal le connaissait certainement de vue. Il a frappé à sa porte et prétexté une panne de voiture ou un coup de fil urgent à passer pour pouvoir rentrer. S'il est venu, c'est en réalité pour faire des avances à Crystal, qui les refuse. Une altercation s'ensuit. Hutchinson menace la jeune femme avec un couteau, la viole, puis la poignarde. Au cours de l'agression, il se coupe la main. Les taches de sang circulaires sur les jambes de Crystal prouvent qu'il s'est tenu au-dessus d'elle pendant un moment et qu'il n'a pas fui comme il le prétend. Le jour de son arrestation, les policiers remarquent d'ailleurs une cicatrice sur sa main droite. On a vu qu'il avait cette longue cicatrice qui partait de sa paume et allait jusque sur le dessus de sa main. Pendant le procès, Hutchinson maintient sa version des faits, celle de l'intrus, mais le jury n'y croit pas. Tout ce qu'il a dit était faux, et c'était facile à prouver une fois qu'on savait qui il était. Il ne faut que 2 heures au juré pour déclarer Michael Hutchinson coupable. Il est condamné à la prison à perpétuité. C'est un grand jour pour moi et pour ma famille et tous ceux qui vont enfin vivre en paix. Le mieux à faire, c'est d'accepter que le mal existe et que certaines personnes sont irrécupérables. Il a fallu des années pour résoudre cette affaire.
Mais la science a finalement permis de traduire le coupable en justice. Dans cette affaire, les preuves scientifiques ont permis d'écarter les derniers doutes. Ce sont les enquêteurs qui ont remarqué sur les jambes de Crystal Perry du sang qui ne lui appartenait pas. Mais ce sont les analyses ADN qui ont permis de résoudre l'affaire. Sans elles, Hutchinson serait toujours libre. Dans cette affaire, sans le travail de la police scientifique, on aurait certainement mis un innocent en prison. Pour terrible qu'elle soit, cette affaire nous éclaire sur l'efficacité des expertises policières lorsqu'elles sont mises au service de la vérité. La signature génétique a permis aux criminologues d'accomplir un pas de géant, l'ADN étant aux empreintes digitales ce que l'ordinateur est à la machine à écrire. Car l'ADN ne sert pas qu'à incriminer, il sert aussi à disculper les innocents. Aux États-Unis, plus de 200 condamnés à la peine capitale ont été libérés du couloir de la mort grâce à l'utilisation de l'ADN lors de la réouverture de leur procès. Le 15 décembre 1999, dans le Puy-de-Dôme, Jacques Hoffman, un retraité de 72 ans, est accusé du meurtre de sa femme. Épuisé après 30 heures de garde à vue, il reconnaît les faits. Il est condamné et passe 1 an et demi en prison, jusqu'à ce qu'on retrouve des prélèvements ADN non analysés. Et ils innocentent le septuagénaire, et ils désignent un homme de 29 ans arrêté pour le meurtre et le viol d'une jeune fille. Robert Dorion, un célèbre expert canadien, a exprimé l'ambiguïté de l'utilisation systématique des empreintes génétiques. L'ADN est le plus puissant outil de la criminalistique, a-t-il écrit. Mais si je voulais fabriquer des preuves, je pourrais prélever un seul de vos cheveux sur votre peigne et le laisser tomber, où bon me semble, sur une scène de crime par exemple. Je vous laisse méditer cette réflexion. Ainsi prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivie en ma compagnie et je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Moi, c'était clair qu'il avait été poignardé. Il avait toujours son portefeuille avec de l'argent à l'intérieur, dans la poche de son pantalon. Cet élément a tout de suite indiqué aux enquêteurs qu'il ne s'agissait pas d'un vol, parce que ces objets de valeur n'avaient pas été dérobés. La voiture du Dr Steedham n'est pas sur sa place de parking habituelle. Mais un élément qui sort de l'ordinaire indique aux enquêteurs ce qui a pu se produire. De l'autre côté du complexe de bureaux, on a trouvé une part de pizza dans laquelle on avait mordu. Les tests ADN ont révélé que la personne qui avait goûté à cette part de pizza était le Dr Steedham. La police pense que le Dr Steedham s'est dirigé vers sa voiture, a probablement mis la pizza sur le toit pour ouvrir la porte et que c'est à ce moment-là qu'il s'est fait agresser. Le Dr Steedham titube, il perd son sang et s'évanouit. Et lorsque son agresseur s'est assis dans la voiture et a pris la fuite, la part de pizza s'est envolée et a atterri sur le parking. Malheureusement, la police ne trouve pas de témoins de la scène et le parking n'est pas équipé de caméras de surveillance. Le parking n'est pas du tout visible de la rue et il n'est pas bien éclairé. Il n'est pas équipé de caméras de surveillance ou d'un autre dispositif de sécurité. C'est une zone où il fait plutôt sombre. La police essaie de contacter la femme de la victime, mais elle ne répond pas au téléphone. Les enquêteurs se rendent donc au domicile des Steedham. Personne n'a ouvert. Les policiers ont donc défoncé la porte et ont trouvé la veuve, Daphne Steedham, profondément endormie. Quand ils l'ont réveillée, ses premiers mots ont été « Est-ce qu'on a tiré sur mon mari ?» C'était bizarre. Pourquoi est-ce qu'elle a précisément posé cette question ? La police remarque également des documents sur les finances de la famille, étalés bien en vue sur une table de la chambre à coucher. Le téléphone de la chambre avait été débranché. Et en s'entretenant avec Madame Steedham, les policiers ont appris qu'elle avait pris des somnifères cette nuit-là. Tout indique que la femme de la victime est restée chez elle ce soir-là, avec ses 2 jeunes enfants. Les enquêteurs pensent que son étrange question est probablement due à l'arrivée soudaine de la police qui a défoncé la porte et au trouble que cette intrusion a occasionné.
Ils étaient d'avis que nous devrions chercher ailleurs plutôt que de suspecter sa femme. Et je me suis fiée à leur opinion. Mais pour le moment, la police a peu de pistes. Le docteur Steedham a été poignardé à mort sur le parking de son cabinet. Sa voiture a été volée, mais le vol de la voiture est-il réellement le mobile ou s'agit-il d'un meurtre? Dans les affaires de vol de voiture, le propriétaire est généralement très légèrement blessé, très superficiellement. Il se fait rarement tuer. L'autopsie. Le jour de son arrestation, les policiers remarquent d'ailleurs une cicatrice sur sa main droite. On a vu qu'il avait cette longue cicatrice qui partait de sa paume et allait jusque sur le dessus de sa main. Pendant le procès, Hutchinson maintient sa version des faits, celle de l'intrus, mais le jury n'y croit pas. Tout ce qu'il a dit était faux. Et c'était facile à prouver une fois qu'on savait qui il était. Il ne faut que 2 heures au juré pour déclarer Michael Hutchinson coupable. Il est condamné à la prison à perpétuité. C'est un grand jour pour moi et pour ma famille et tous ceux qui vont enfin vivre en paix. Le mieux à faire, c'est d'accepter que le mal existe et que certaines personnes sont irrécupérables. Il a fallu des années pour résoudre cette affaire, mais la science a finalement permis de traduire le coupable en justice. Dans cette affaire, les preuves scientifiques ont permis d'écarter les derniers doutes. Ce sont les enquêteurs qui ont remarqué sur les jambes de Crystal Perry du sang qui ne lui appartenait pas. Mais ce sont les analyses ADN qui ont permis de résoudre l'affaire. Sans elles, Hutchinson serait toujours libre. Dans cette affaire, sans le travail de la police scientifique, on aurait certainement mis un innocent en prison. Pour terrible qu'elle soit, cette affaire nous éclaire sur l'efficacité des expertises policières lorsqu'elles sont mises au service de la vérité. La signature génétique a permis aux criminologues d'accomplir un pas de géant, l'ADN étant aux empreintes digitales ce que l'ordinateur est à la machine à écrire. Car l'ADN ne sert pas qu'à incriminer, il sert aussi à disculper les innocents. Aux États-Unis, plus de 200 condamnés à la peine capitale ont été libérés du couloir de la mort grâce à l'utilisation de l'ADN lors de la réouverture de leur procès. Le 15 décembre 1999, dans le Puy-de-Dôme, Jacques Hoffman, un retraité de 72 ans, est accusé du meurtre de sa femme. Épuisé après 30 heures de garde à vue, il reconnaît les faits. Il est condamné et passe 1 an et demi en prison, jusqu'à ce qu'on retrouve des prélèvements ADN non analysés. Et ils innocentent le septuagénaire. Et ils désignent un homme de 29 ans arrêté. Il représente un fléau aux États-Unis, à tel point qu'il a été classé crime fédéral et que les auteurs encourent de lourdes peines de prison. En effet, entre 1992 et 1996, le département de la justice américaine a recensé 49 000 tentatives de carjacking à travers le pays, dont quelques-uns ont entraîné le décès du conducteur. Brian Steedham a-t-il été victime de ce type d'agression? La police en doute, estimant qu'il s'agit plutôt d'une mise en scène destinée à maquiller le vrai mobile du crime. Espérant que l'assassin est toujours en possession du téléphone portable du médecin et qu'il ne l'a pas éteint, les enquêteurs composent le numéro d'appel et parviennent à le localiser grâce à une triangulation entre plusieurs relais. Il est resté à l'intérieur de la voiture volée, abandonnée sur le parking d'une résidence à 10 km de la scène de crime. Il y avait bien sûr du sang à l'extérieur du véhicule, mais quand on a ouvert la porte, on a aussi découvert des taches, des éclaboussures et des projections de sang sur l'intérieur de la portière.
Elle n'aurait pas pu se trouver là si la porte avait été fermée. Il semble que le docteur Steedham a été poignardé au moment où il ouvrait la portière de sa voiture. Une trace de sang s'étend sur plus de 5 mètres à partir de l'endroit où le corps du docteur a été retrouvé. C'est la preuve de ce que certains enquêteurs appellent une attaque éclair. Une attaque éclair est une agression soudaine qui prend la victime par surprise. Elle a probablement duré de 30 secondes au minimum à 1 minute environ. Malheureusement, la voiture ne fournit pas beaucoup d'indices aux enquêteurs. Nous n'avons retrouvé aucune empreinte exploitable à l'extérieur ni à l'intérieur du véhicule. Nous avons retrouvé quelques cheveux et quelques fibres, mais aucun d'entre eux ne nous ont vraiment conduit à une personne étrangère à la famille Steedham. Entre-temps, l'enquête sur le passé du docteur Steedham fait ressurgir un élément très important. Lorsqu'il est arrivé à Tucson, le docteur Steedham a intégré un cabinet médical. Mais ce qu'il ne savait pas à l'époque, c'est que l'associé principal faisait l'objet d'une enquête. Ça a beaucoup perturbé les employés. On était tous au travail. On était avec des patients. Et la DEA, des agents de la lutte antidrogue, ont fait irruption et nous ont dit qu'ils allaient fouiller le cabinet. Les autorités trouvent des preuves de trafic de médicaments impliquant le docteur Bradley Schwartz, l'homme qui a recruté le docteur Steedham et l'a fait venir à Tucson. Ce qui était illégal, c'est qu'il ne s'agissait pas de médicaments prescrits. Capable de reconstituer le déroulement du drame. Car les projections et taches de sang répondent à des causes et à des trajectoires bien précises. Cette balistique du sang, couramment mise en œuvre dans les pays anglo-saxons, commence à être utilisée en France avec succès. Elle fait appel à des connaissances médicales, à la géométrie et à la dynamique des fluides. Et on distingue 3 types de tâches en fonction de leur vélocité. Le sang circulant dans le réseau artériel à la vitesse de 25 cm par seconde. Les fines gouttelettes, elles résultent d'une blessure par arme à feu ou explosif. Les éclaboussures de moyenne vélocité sont provoquées par les armes blanches et les objets contondants. Enfin, les projections larges indiquent que les coups ont été portés alors que la victime se trouvait dans une position statique. Dans notre affaire, l'expert relève de petites gouttes circulaires. Il en conclut qu'elles sont tombées de leur propre poids perpendiculairement aux jambes de la victime. Ce qui tend à prouver qu'elles ne proviennent pas de Crystal Perry, mais de son agresseur. Le sang est comme une matière qui glisse. Il a la consistance de l'huile de moteur. Un couteau ensanglanté peut vous glisser des mains et vous couper. D'autres taches rondes sont découvertes dans la cuisine. Il y avait des gouttes de sang dans l'évier et sur le plan de travail. Il s'est dirigé vers l'essuie-tout et s'est apparemment essuyé, puisqu'il n'y avait pas de gouttes revenant vers le corps. Elles allaient toutes vers l'évier. Les enquêteurs retrouvent un modèle de chaussure correspondant aux traces de la scène de crime dans un magasin de la région. Un modèle d'une marque américaine. On savait donc à quoi ressemblaient les chaussures du tueur. Lors de l'autopsie de Crystal, le médecin légiste constate des signes d'agression sexuelle. Il effectue des prélèvements pour les analyser. À la recherche de suspects, la police arrête l'ex-mari de Crystal, Thomas, qui vit à 10 km du domicile de la victime. Mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ou 4 ans. Et je n'ai jamais vraiment été proche de mon père. Il ne vivait pas loin, mais on se voyait peu. Au moment des faits, Crystal et Tom étaient en désaccord. Ils ne voulaient pas se voir. C'était peut-être en rapport avec la pension alimentaire. Mais Thomas possède un alibi. Il était chez lui avec sa petite amie. Cependant, cet alibi est problématique. Sa compagne, Joan Stager, s'est disputée avec Crystal Perry peu de temps avant sa mort. Joan était jalouse de Crystal et les deux femmes se détestaient. En fait, elle leur a dit que son mari était très apprécié et qu'il n'avait qu'un seul ennemi,
Il s'agissait de son ancien associé, le docteur Schwartz. Mais le docteur Schwartz a un alibi inattaquable. Il était au restaurant avec sa petite amie au moment du meurtre, et des douzaines de témoins peuvent le confirmer. Il était impossible que le docteur Schwartz ait commis ce crime lui-même. Impossible. Les enquêteurs interrogent donc la petite amie du docteur Schwartz, Lisa, au sujet du dîner. Ils comprennent immédiatement qu'il s'est passé quelque chose de suspect. Ils s'étaient rencontrés sur Internet, si je me souviens bien. Et même s'ils n'étaient sortis ensemble que 2 ou 3 fois, le docteur Schwartz avait déjà demandé Lisa en mariage. Lisa déclare que pendant le dîner, un homme répondant au nom de Bruce a appelé le docteur Schwartz, puis les a rejoints plus tard dans la soirée. Ce que la petite amie a trouvé bizarre, c'est que Bruce les a rejoints, mais qu'il n'a pas dîné avec eux. Il a pioché dans leurs assiettes. Il était censé avoir connu le docteur Schwartz à une réunion de soutien pour toxicomanes. Et chose surprenante pour quelqu'un qui est en désintoxication, il a commandé une bière. Elle a trouvé ça bizarre. Il est alors 20h30. Le docteur Steedham est mort depuis 1 heure. Le docteur Schwartz a demandé à Bruce « Et qu'a donné cette blouse ?» Bruce lui a répondu « Eh bien, ça s'est bien passé. » Lorsque Lisa a demandé « Et pourquoi portiez-vous une blouse ?» Bruce lui a dit qu'il l'avait utilisée pour faire du cheval, ce qu'elle a trouvé plutôt ridicule parce qu'elle s'y connaît très bien en équitation. Lorsque la police examine les relevés du téléphone portable du docteur Schwartz, elle découvre que quelqu'un a appelé le médecin du téléphone public d'une petite épicerie 1 demi-heure avant le meurtre. Ce petit commerce est situé à seulement 120 mètres de l'immeuble où se trouve le cabinet du docteur Steedham. L'employé de la petite épicerie déclare que l'homme qui a téléphoné portait une blouse de chirurgien. Il lui a dit qu'il participait à une réunion et qu'il servait des pizzas à cette réunion. Mais lui avait envie de manger autre chose que de la pizza. Une réponse d'une importance capitale, car le docteur Steedham est à ce moment-là en train de servir des pizzas aux internes de l'autre côté de la rue pendant son cours. 1 demi-heure après le meurtre, le docteur Schwartz reçoit un appel d'un téléphone public situé juste en face de la rue où la voiture du docteur Steedham a été abandonnée. On a donc tous ces événements qui se succèdent. Le plus important à ce moment-là, c'est d'identifier l'autre homme. Les enquêteurs demandent aux employés du acharné. Une vérification des antécédents de la victime révèle qu'il avait un ennemi. Il voulait se venger. Mais la police pourra-t-elle relier le suspect à l'homicide? Une petite fille assiste au meurtre de sa mère, mais l'enquête piétine pendant une douzaine d'années. Un suspect relate une version des faits invraisemblable. Je n'ai jamais entendu un récit aussi bizarre. C'est plus qu'improbable. Mais si les preuves matérielles démontraient qu'il dit la vérité. On a eu les résultats et l'ADN ne ment jamais. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur ce plateau pour 2 nouvelles affaires des enquêtes impossibles. Il n'existe pas un, mais des homicides qui n'obéissent pas nécessairement aux mêmes logiques psychologiques et sociales. Des recherches récentes se fondant d'une part sur les mobiles apparents des meurtriers et d'autre part sur les relations entre auteurs et victimes dégagent 5 grandes typologies. L'homicide familial ou passionnel, l'homicide querelleur, l'homicide associé à un autre crime comme le viol ou le vol, les règlements de compte entre délinquants et les autres homicides qui incluent le meurtre du malade mental délirant, le meurtre gratuit ou le meurtre d'autodéfense. En France, un peu moins de 2000 homicides, tentatives d'homicide et coups et blessures ayant entraîné la mort sont enregistrés chaque année par la police. Les hommes, âgés pour la plupart de 18 à 35 ans, représentent entre 85 et 90% des auteurs identifiés. Enfin, dans 80% des cas, des meurtriers appartiennent aux milieux les plus défavorisés. L'histoire que je vais vous raconter maintenant contredit cette dernière statistique. Elle n'a pas pour cadre le ghetto d'une ville américaine. Elle ne concerne pas des malfrats s'entretuant pour le contrôle d'un quartier. Non.
La victime est un médecin, un brillant ophtalmologiste qui s'était constitué une clientèle bourgeoise. Et rien, apparemment, ne le prédisposait à une fin tragique. Brian Steedham a toujours rêvé de devenir médecin et de travailler avec les enfants. Après avoir obtenu son diplôme de docteur en médecine à l'université de Harvard, il fait son internat en ophtalmologie pédiatrique. Lorsqu'il soignait un enfant, il savait le mettre en confiance. Et il ne s'intéressait pas qu'à l'enfant. Il s'occupait de toute la famille. Finalement, le docteur Steedham se marie, a 2 enfants et intègre un cabinet médical prospère à Tucson dans la... Il est resté à l'intérieur de la voiture volée, abandonné sur le parking d'une résidence à 10 km de la scène de crime. Il y avait bien sûr du sang à l'extérieur du véhicule, mais quand on a ouvert la porte, on a aussi découvert des taches, des éclaboussures et des projections de sang sur l'intérieur de la portière. Elle n'aurait pas pu se trouver là si la porte avait été fermée. Il semble que le docteur Steedham a été poignardé au moment où il ouvrait la portière de sa voiture. Une trace de sang s'étend sur plus de 5 mètres à partir de l'endroit où le corps du docteur a été retrouvé. C'est la preuve de ce que certains enquêteurs appellent une attaque éclair. Une attaque éclair est une agression soudaine qui prend la victime par surprise. Elle a probablement duré de 30 secondes au minimum à 1 minute environ. Malheureusement, la voiture ne fournit pas beaucoup d'indices aux enquêteurs. Nous n'avons retrouvé aucune empreinte exploitable à l'extérieur ni à l'intérieur du véhicule. Nous avons retrouvé quelques cheveux et quelques fibres, mais aucun d'entre eux ne nous ont vraiment conduit à une personne étrangère à la famille Steedham. Entre-temps, l'enquête sur le passé du docteur Steedham fait ressurgir un élément très important. Lorsqu'il est arrivé à Tucson, le docteur Steedham a intégré un cabinet médical. Mais ce qu'il ne savait pas à l'époque, c'est que l'associé principal faisait l'objet d'une enquête. Ça a beaucoup perturbé les employés. On était tous au travail. On était avec des patients. Et la DEA, des agents de la lutte antidrogue, ont fait irruption et nous ont dit qu'ils allaient fouiller le cabinet. Les autorités trouvent des preuves de trafic de médicaments impliquant le docteur Bradley Schwartz, l'homme qui a recruté le docteur Steedham et l'a fait venir à Tucson. Ce qui était illégal, c'est qu'il ne s'agissait pas de médicaments prescrits à des patients pour traiter une maladie. Le docteur Steedham n'est pas impliqué dans cette fraude, mais le docteur Bradley Schwartz est inculpé de 77 chefs d'accusation pour des prescriptions de médicaments frauduleuses. Son autorisation d'exercer a été suspendue. Il a perdu son droit de pratiquer la médecine en Arizona jusqu'à ce qu'il ait fini de suivre des programmes thérapeutiques prescrits par le Conseil de l'Ordre des médecins. Lorsque le docteur Schwartz est inculpé, le docteur Steedham quitte le cabinet et s'installe à son compte. La clientèle du cabinet a suivi le docteur Steedham. Le docteur Schwartz a dû redémarrer de zéro quand il a retrouvé son droit d'exercer. À l'époque du meurtre du docteur Steedham, le docteur Schwartz a terminé sa cure de désintoxication, retrouvé son droit d'exercer et s'est remis à travailler. Je l'ai très vite rayé de la liste des suspects parce que ça n'avait pas beaucoup de sens. Frappe à la porte, mais personne ne vient ouvrir. Elle continue à courir et arrive finalement à un petit restaurant. J'ai dit, quelqu'un a tué ma mère et je suis en danger. Je dois appeler la police. Lorsque les secours arrivent, Crystal Perry est morte. La scène était horrible. Crystal Perry gisait sur le sol de la cuisine. Il y avait plusieurs flaques de sang, des traces de pas et des projections. La jeune femme a été poignardée plus de 50 fois. Il y a eu une première effusion de sang dans le salon, puis ça a continué dans la cuisine où elle est morte. On s'est orienté vers un crime passionnel parce que dans 99% des cas, quand on a affaire à une telle sauvagerie, la victime connaît son assassin.
Rien n'a été volé dans la maison et il n'y a pas de traces d'effraction. Il était tard et elle portait un peignoir. Pour qu'elle accepte d'ouvrir à quelqu'un dans ces conditions, si c'est comme ça que ça s'est passé, c'est qu'elle connaissait son agresseur et qu'elle pourrait le reconnaître. Le tueur semble avoir voulu effacer ses traces, mais il a laissé des empreintes de pas ensanglantées sur le sol de la cuisine. Il y avait des empreintes de chaussures, plus ou moins nettes, partout sur le sol. Il y en avait une vingtaine environ. Grâce à ces traces, les enquêteurs peuvent déterminer le nombre d'agresseurs. Crystal était pieds nus. Sur la scène de crime, soit il y avait une seule personne, soit deux, avec des chaussures rigoureusement identiques, ce qui est peu probable. Bridgeton est une petite ville de quelques milliers d'habitants et l'un d'entre eux est le tueur. Comme Crystal Perry a été poignardée plus de 50 fois, une grande quantité de sang s'est répandue sur la scène de crime. Les empreintes digitales sont inutilisables, mais les experts scientifiques relèvent des taches de sang caractéristiques sur le corps de la victime. On a tout de suite remarqué des gouttelettes de sang sur ses jambes, parce qu'elle avait les jambes nues. En les examinant, on a déterminé qu'elles étaient tombées à la verticale. Ce type de taches est parfaitement circulaire. Elles proviennent de gouttes tombées à la verticale d'une source relativement immobile. Drogue et d'alcool à l'époque. D'anciennes petites amies nous ont dit qu'il était cinglé, que lorsqu'il avait bu, il pouvait devenir méchant et violent. Ceux qu'on a interrogés nous ont dit qu'il était instable. Son humeur pouvait changer rapidement. Pour les enquêteurs, la version des faits de Hutchinson ne tient pas la route. Tout d'abord, le lit de la victime ne semble pas avoir accueilli deux personnes ce soir-là. Ensuite, si Hutchinson a effectivement entretenu une relation avec Crystal, pourquoi sa fille ne l'a-t-elle jamais vue? Je l'aurais su. J'habitais dans cette maison et on était très proches toutes les deux. Quand on vit seul avec sa mère, on sait ce qui se passe dans sa vie. Les traces de chaussures dans la cuisine contredisent aussi l'histoire de Hutchinson. D'après mes analyses, une seule personne a marché dans le sang frais et laissé des traces de pas sur la scène de crime. Pour terminer, les experts scientifiques comparent l'ADN du suspect à celui des taches de sang rondes qui se trouvaient sur les jambes de Crystal. Il s'agit bien de l'ADN de Hutchinson. La forme des gouttes indique que Crystal était sur le sol. Elle ne bougeait déjà plus. Je pense qu'elle était déjà morte à ce moment-là, quand le sang du tueur a coulé sur elle, quand les gouttes sont tombées. Et cela s'est produit après sa mort. Michael Hutchinson est arrêté et inculpé de meurtre avec préméditation. L'accusation pense que Hutchinson était sous l'emprise de la drogue la nuit du meurtre. Crystal le connaissait certainement de vue. Il a frappé à sa porte et prétexté une panne de voiture ou un coup de fil urgent à passer pour pouvoir rentrer. S'il est venu, c'est en réalité pour faire des avances à Crystal, qui les refuse. Une altercation s'ensuit. Hutchinson menace la jeune femme avec un couteau, la viole, puis la poignarde. Au cours de l'agression, il se coupe la main. Les taches de sang circulaires sur les jambes de Crystal prouvent qu'il s'est tenu au-dessus d'elle pendant un moment et qu'il n'a pas fui comme il le prétend. Le jour de son arrestation, les policiers remarquent d'ailleurs une cicatrice sur sa main droite. On a vu qu'il... En effet, entre 1992 et 1996, le département de la justice américaine a recensé 49 000 tentatives de carjacking à travers le pays, dont quelques-uns
ont entraîné le décès du conducteur. Brian Steedham a-t-il été victime de ce type d'agression? La police sans doute estimant qu'il s'agit plutôt d'une mise en scène destinée à maquiller le vrai mobile du crime. Espérant que l'assassin est toujours en possession du téléphone portable du médecin et qu'il ne l'a pas éteint, les enquêteurs composent le numéro d'appel et parviennent à le localiser grâce à une triangulation entre plusieurs relais. Il est resté à l'intérieur de la voiture volée, abandonnée sur le parking d'une résidence à 10 km de la scène de crime. Il y avait bien sûr du sang à l'extérieur du véhicule, mais quand on a ouvert la porte, on a aussi découvert des taches, des éclaboussures et des projections de sang sur l'intérieur de la portière. Elle n'aurait pas pu se trouver là si la porte avait été fermée. Il semble que le docteur Steedham a été poignardé au moment où il ouvrait la portière de sa voiture. Une trace de sang s'étend sur plus de 5 mètres à partir de l'endroit où le corps du docteur a été retrouvé. C'est la preuve de ce que certains enquêteurs appellent une attaque éclair. Une attaque éclair est une agression soudaine qui prend la victime par surprise. Elle a probablement duré de 30 secondes au minimum à 1 minute environ. Malheureusement, la voiture ne fournit pas beaucoup d'indices aux enquêteurs. Nous n'avons retrouvé aucune empreinte exploitable à l'extérieur ni à l'intérieur du véhicule. Nous avons retrouvé quelques cheveux et quelques fibres, mais aucun d'entre eux ne nous ont vraiment conduit à une personne étrangère à la famille Steedham. Entre-temps, l'enquête sur le passé du docteur Steedham fait ressurgir un élément très important. Lorsqu'il est arrivé à Tucson, le docteur Steedham a intégré un cabinet médical. Mais ce qu'il ne savait pas à l'époque, c'est que l'associé principal faisait l'objet d'une enquête. Ça a beaucoup perturbé les employés. On était tous au travail. On était avec des patients. Et la DEA, des agents de la lutte antidrogue, ont fait irruption et nous ont dit qu'ils allaient fouiller le cabinet. Les autorités trouvent des preuves de trafic de médicaments impliquant le docteur Bradley Schwartz, l'homme qui a recruté le docteur Steedham et l'a fait venir à Tucson. Ce qui était illégal, c'est qu'il ne s'agissait pas de médicaments prescrits à des patients pour traiter une maladie. Le docteur Steedham n'est pas impliqué dans cette fraude, mais le docteur Bradley Schwartz Et commis ce crime lui-même. Impossible. Les enquêteurs interrogent donc la petite amie du docteur Schwartz, Lisa, au sujet du dîner. Ils comprennent immédiatement qu'il s'est passé quelque chose de suspect. Ils s'étaient rencontrés sur Internet, si je me souviens bien. Et même s'ils n'étaient sortis ensemble que 2 ou 3 fois, le docteur Schwartz avait déjà demandé Lisa en mariage. Lisa déclare que pendant le dîner, un homme répondant au nom de Bruce a appelé le docteur Schwartz, puis les a rejoints plus tard dans la soirée. Ce que la petite amie a trouvé bizarre, c'est que Bruce les a rejoints, mais qu'il n'a pas dîné avec eux. Il a pioché dans leurs assiettes. Il était censé avoir connu le docteur Schwartz à une réunion de soutien pour toxicomanes. Et chose surprenante pour quelqu'un qui est en désintoxication, il a commandé une bière. Elle a trouvé ça bizarre. Il est alors 20h30. Le docteur Steedham est mort depuis 1 heure. Le docteur Schwartz a demandé à Bruce « Et qu'a donné cette blouse ?» Bruce lui a répondu « Eh bien, ça s'est bien passé. » Lorsque Lisa a demandé « Et pourquoi portiez-vous une blouse ?» Bruce lui a dit qu'il l'avait utilisée pour faire du cheval, ce qu'elle a trouvé plutôt ridicule parce qu'elle s'y connaît très bien en équitation. Lorsque la police examine les relevés du téléphone portable du docteur Schwartz, elle découvre que quelqu'un a appelé le médecin du téléphone public d'une petite épicerie 1 demi-heure avant le meurtre. Ce petit commerce est situé à seulement 120 mètres de l'immeuble où se trouve le cabinet du docteur Steedham. L'employé de la petite épicerie déclare que l'homme qui a téléphoné portait une blouse de chirurgien. Il lui a dit qu'il participait à une réunion et qu'il servait des pizzas à cette réunion. Mais lui avait envie de manger autre chose que de la pizza. Une réponse d'une importance capitale, car le docteur Steedham est à ce moment-là en train de servir des pizzas aux internes de l'autre côté de la rue pendant son cours.
Une demi-heure après le meurtre, le docteur Schwartz reçoit un appel d'un téléphone public situé juste en face de la rue où la voiture du docteur Steedham a été abandonnée. On a donc tous ces événements qui se succèdent. Le plus important à ce moment-là, c'est d'identifier l'autre homme. Les enquêteurs demandent aux employés du cabinet du docteur Schwartz s'il a un patient répondant au nom de Bruce. Ils répondent par l'affirmative. Son nom est Ronald Bruce Bigger. Il est venu au cabinet du docteur Schwartz après avoir été mêlé à une bagarre. Il avait une blessure à soigner à l'œil. Bruce Bigger n'est pas un inconnu des services de police. Il a fait de la prison pour des délits liés à la drogue, pour fraude, et il est actuellement en liberté conditionnelle. Ce que nous savions de Ronald Bruce Bigger, c'est qu'il était sans emploi. Roger nous ont dit qu'il était instable. Son humeur pouvait changer rapidement. Pour les enquêteurs, la version des faits de Hutchinson ne tient pas la route. Tout d'abord, le lit de la victime ne semble pas avoir accueilli 2 personnes ce soir-là. Ensuite, si Hutchinson a effectivement entretenu une relation avec Crystal, pourquoi sa fille ne l'a-t-elle jamais vue? Je l'aurais su. J'habitais dans cette maison et on était très proches toutes les deux. Quand on vit seul avec sa mère, on sait ce qui se passe dans sa vie. Les traces de chaussures dans la cuisine contredisent aussi l'histoire de Hutchinson. D'après mes analyses, une seule personne a marché dans le sang frais et laissé des traces de pas sur la scène de crime. Pour terminer, les experts scientifiques comparent l'ADN du suspect à celui des taches de sang rondes qui se trouvaient sur les jambes de Crystal. Il s'agit bien de l'ADN de Hutchinson. La forme des gouttes indique que Crystal était sur le sol. Elle ne bougeait déjà plus. Je pense qu'elle était déjà morte à ce moment-là, quand le sang du tueur a coulé sur elle, quand les gouttes sont tombées. Et cela s'est produit après sa mort. Michael Hutchinson est arrêté et inculpé de meurtre avec préméditation. L'accusation pense que Hutchinson était sous l'emprise de la drogue la nuit du meurtre. Crystal le connaissait certainement de vue. Il a frappé à sa porte et prétexté une panne de voiture ou un coup de fil urgent à passer pour pouvoir rentrer. S'il est venu, c'est en réalité pour faire des avances à Crystal, qui les refuse. Une altercation s'ensuit. Hutchinson menace la jeune femme avec un couteau, la viole, puis la poignarde. Au cours de l'agression, il se coupe la main. Les taches de sang circulaires sur les jambes de Crystal prouvent qu'il s'est tenu au-dessus d'elle pendant un moment et qu'il n'a pas fui comme il le prétend. Le jour de son arrestation, les policiers remarquent d'ailleurs une cicatrice sur sa main droite. On a vu qu'il avait cette longue cicatrice qui partait de sa paume et allait jusque sur le dessus de sa main. Pendant le procès, Hutchinson maintient sa version relativement immobile. Puisqu'elles ont atterri sur le corps de Crystal, cela ne peut vouloir dire qu'une chose. Le sang ne peut pas appartenir à la victime. Elle n'a pas pu positionner son corps de telle manière que des gouttes de sang tombent sur le côté de ses jambes. Ça s'est passé quand Crystal Perry était immobile. Il n'y a qu'une seule conclusion possible. Le tueur a été blessé pendant l'agression et son sang a goûté sur Crystal. Sur une scène de crime, là où le néophyte ne voit qu'un barbouillage qui lui soulève le cœur, l'expert en taches de sang est capable de reconstituer le déroulement du drame. Car les projections et taches de sang répondent à des causes et à des trajectoires bien précises. Cette balistique du sang, couramment mise en œuvre dans les pays anglo-saxons, commence à être utilisée en France avec succès. Elle fait appel
à des connaissances médicales, à la géométrie et à la dynamique des fluides. Et on distingue 3 types de taches en fonction de leur vélocité. Le sang circulant dans le réseau artériel à la vitesse de 25 cm par seconde. Les fines gouttelettes, elles résultent d'une blessure par arme à feu ou explosif. Les éclaboussures de moyenne vélocité sont provoquées par les armes blanches et les objets contondants. Enfin, les projections larges indiquent que les coups ont été portés alors que la victime se trouvait dans une position statique. Dans notre affaire, l'expert relève de petites gouttes circulaires. Il en conclut qu'elles sont tombées de leur propre poids perpendiculairement aux jambes de la victime, ce qui tend à prouver qu'elles ne proviennent pas de Crystal Perry, mais de son agresseur. Le sang est comme une matière qui glisse, il a la consistance de l'huile de moteur. Un couteau ensanglanté peut vous glisser des mains et vous couper. D'autres taches rondes sont découvertes dans la cuisine. Il y avait des gouttes de sang dans l'évier et sur le plan de travail. Il s'est dirigé vers l'essuie-tout et s'est apparemment essuyé, puisqu'il n'y avait pas de gouttes revenant vers le corps. Elles allaient toutes vers l'évier. Les enquêteurs retrouvent un modèle de chaussure correspondant aux traces de la scène de crime dans un magasin de la région. Un modèle d'une marque américaine. On savait donc à quoi ressemblaient les chaussures du tueur. Lors de l'autopsie de Crystal, le médecin légiste constate des signes d'agression sexuelle. Il effectue des prélèvements pour les analyser.